Merci d'être avec nous sur Radio J. Bon réveil. Et si vous n'avez pas gardé un bon souvenir de vos cours d'histoire au collège et au lycée sur Radio J, eh bien, nous vous réconcilions avec cette discipline et avec la chronique L'histoire des Juifs de France, préparée comme tous les matins par Christophe Dard. Chaque jour, nous revenons sur le destin des Juifs de l'Hexagone, des grandes aventures aux portraits de personnalités emblématiques, en passant aussi par les épisodes les plus douloureux. Pour ce nouvel épisode de notre feuilleton quotidien, nous sommes aux prémices du décret d'émancipation des Juifs, voté le 27 septembre 1791. Si nous avons vu au précédent numéro les origines de ce texte, quelques années avant la Révolution française, nous entrons cette fois de plein pied donc dans les événements révolutionnaires. Les Juifs ont participé à l'organisation des États généraux qui s'ouvrent à Versailles. Nous sommes en mai 1789. Christophe, est-ce qu'on peut rappeler leurs principales revendications ? Eh bien, il y a la libre exercice de culte, le droit de conserver les rabbins et puis d'être libre aussi d'acquérir des immeubles, de cultiver des terres, de faire tous les métiers possibles et de ne pas être contraint de vivre entassé dans des espaces définis, sorte de ghetto qu'on appelle aussi les carrières dans le sud, mais de pouvoir se déplacer librement n'importe où. Voilà donc les principales revendications. Ils veulent aussi avoir accès au collège, aux universités, et les Juifs de Bordeaux, plus particulièrement, qui eux sont plus riches et mieux intégrés, souhaitent bien sûr conserver leurs nombreux privilèges. Bref, il s'agit à la fois finalement de pouvoir avoir plus de liberté sans perdre celles, même peu nombreuses, déjà acquises. Mais les États généraux ne vont rien changer présentement à la situation des Juifs. Lorsque la Révolution éclate avec la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, les Juifs vont être pris à partie, notamment lors de ce qu'on a appelé la Grande Peur, ces insurrections paysannes de l'été 1789. En Alsace, par exemple, les paysans attaquent les demeures des Juifs qui trouvent refuge à Bâle. L'abbé Grégoire relate d'ailleurs ces faits à l'Assemblée nationale le 3 août, qui réunit les trois ordres de la société, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Le prélat lui demande alors la complète émancipation des Juifs, et à la demande de Cerbère, dont on a déjà parlé, le représentant des Juifs d'Alsace, l'Assemblée accorde la protection des pouvoirs publics aux Juifs de la province dans sa séance du 28 septembre, ce qui permet du coup aux Juifs expulsés de pouvoir enfin rentrer chez eux. Le 14 octobre, plusieurs délégués juifs d'Alsace et de Lorraine prennent la parole à l'Assemblée. Itzhak Ber, leur porte-parole, demande qu'une réforme absolue s'opère dans les institutions ignominieuses, je cite, auxquelles les Juifs sont asservis. Entre-temps, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée le 26 août 1789 et suscite beaucoup d'espoir chez les Juifs quand même. De nombreuses communautés envoient à l'Assemblée nationale des adresses et des requêtes. Les Juifs de Metz, des trois évêchés, de Lorraine et d'Alsace réitèrent leurs exigences des cahiers de doléances et ils demandent à l'Assemblée les droits civils des citoyens français. Les Juifs de Paris, eux, présentent aussi leurs doléances mais demandent l'assimilation légale parfaite aux citoyens français, alors que les Juifs de Bordeaux, eux, sont évidemment de plus en plus inquiets par crainte de perdre leurs privilèges. Le 1er septembre 1789, l'abbé Grégoire, encore lui, demande une séance du soir pour discuter de la condition générale des Juifs. Alors dès lors vont se succéder plusieurs débats qui placent la question de l'émancipation des Juifs au cœur des discussions. C'est par exemple le cas, fin décembre 1789, durant la discussion sur l'admission de tous les citoyens, Christophe, au service public sans distinction de croyance. Et parmi les défenseurs du texte, vous ne serez pas surpris si vous avez bien suivi, on retrouve Mirabeau, on retrouve l'abbé Grégoire, mais aussi, c'est important, un jeune avocat venu d'Arras et encore peu connu qui s'appelle Maximilien Robespierre. Et je le cite car c'est important ce qu'il dit: « Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'homme et de citoyen. Songeons qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on dise, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. » Et puis une autre déclaration aussi, celle du comte de Clermont-Tonnerre qui déclare: « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. » Alors évidemment, vous le devinerez, il y a les partisans, ceux qui sont en faveur, et puis il y a ceux qui sont contre. Et donc du coup, c'est un débat qui agite vraiment les bancs de l'Assemblée, qui tient ses séances à l'époque à la salle du Manège, dans le jardin des Tuileries. Alors vous imaginez, ils sont quand même plus de 1000. À l'époque, les députés, tous rassemblés comme ça dans cette petite salle, il devait y avoir du bruit. Et puis il y avait en plus de très bons orateurs. Donc on pouvait imaginer l'ambiance assez tumultueuse qui agite aussi la presse, ce débat, il faut le savoir, car la presse est en plein essor à ce moment-là. La décision, malheureusement, est finalement ajournée, sur pression notamment, encore une fois, du clergé. Notez que cette phrase de Clermont-Tonnerre, par ailleurs, que vous citiez, est régulièrement citée par un certain politique français en ce moment. Exactement. Dans le débat politique. Mais c'était il y a plus de 2 siècles.
y a plus de 2 effectivement, siècles. c'est important de resituer dans le contexte. Alors il y a tout de même une avancée par un décret, Christophe, du 28 janvier 1790. Les juifs portugais de Bordeaux, de Bayonne et d'Avignon conservent leurs droits et leurs privilèges, mais les autres juifs du royaume restent toujours dans la même situation qu'avant finalement. Ce qui n'empêche pas aux juifs d'Alsace, de Lorraine et de Paris d'y croire pour enfin obtenir des droits. Après tout, qui tente rien n'a rien, comme on dit. Ils adressent donc une pétition à l'Assemblée nationale qui dit notamment, c'est une très belle phrase je trouve, ce n'est point par l'avidissement et les vices qu'on leur reproche aujourd'hui qui se sont attirés les vexations dont on les a accablés, mais ce sont ces vexations qui ont produit leur avidissement et leurs vices. Plusieurs débats ont lieu tout au long de l'année 1790 et une partie de l'année 1791, bien que la pression du clergé et d'une partie de la noblesse est très forte dans les campagnes et dans la presse. Toute décision est ajournée, mais quelques jours avant la dissolution de l'Assemblée nationale constituante prévue à la date du 28 septembre 1791, un coup de théâtre va se produire. Oui, ce n'est pas encore un coup d'État. Pour la Révolution, ça sera un petit peu plus tard. Voilà, mais c'est effectivement un véritable coup de théâtre. Pourquoi ? Parce que le député Adrien Duport, qui est l'un des dirigeants du Club des Feuillants, c'est un groupe politique de tendance monarchiste constitutionnelle, qui d'ailleurs ne conteste pas le pouvoir du roi Louis XVI, qui, vous le savez, est toujours là, malgré quand même un pouvoir fragilisé depuis sa tentative ratée de fuite en juin et son arrestation à Varennes. Eh bien, Adrien Duport déclare « Je crois que la liberté de culte ne permet aucune distinction dans les droits politiques des citoyens en raison de leurs croyances. La question de l'existence politique des Juifs a été ajournée. Cependant, les Turcs, les musulmans, les hommes de toutes les sectes sont admis à jouir en France des droits politiques. Je demande que l'ajournement soit révoqué et qu'en conséquence, il soit décrété que les Juifs jouiront en France des droits de citoyens actifs. » Et vous savez quoi ? Eh bien, la proposition est acceptée et elle est votée. Finalement, le 27 septembre 1791, après 2 ans de débats qui ont fait rage au sein de l'Assemblée, c'est enfin le grand jour. Le décret qui reconnaît aux Juifs les mêmes droits politiques que tout citoyen est adopté, ratifié par Louis XVI quelques semaines plus tard, le 13 novembre 1791. Et voici le texte tel qu'il a été ratifié. L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées par la Constitution et que tout homme qui, réunissant les dites conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure, révoquons tout ajournement, réserve et exception insérée dans les précédents décrets relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tout privilège et exception introduits précédemment en leur faveur. Ce sont donc les termes de ce texte historique qui va bouleverser le quotidien des quelques 40 000 juifs de France. Mais qu'est-ce que cela va vraiment changer concrètement ? Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, beaucoup de choses. C'est ce qu'expliquait justement Robert Badinter dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot sur Antenne 2 en 1989 à l'occasion de la sortie à l'époque de son livre Libres et égaux, l'émancipation des Juifs, 1789-1791. L'émancipation, la pleine reconnaissance des droits citoyens aux Juifs, ça veut dire que d'un seul coup, non seulement les Juifs vont pouvoir acheter des immeubles, pratiquer tout commerce, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ça veut dire qu'ils pourront être juges, ils pourront être officiers, et on les retrouve d'ailleurs dans les armées très vite. Et moi je me rappelle que l'ancêtre, enfin l'arrière-grand-père de René Cassin, on le retrouve dans la garde impériale à la bataille de Wellington. Mais vous avez remarqué, en 1784, en janvier 1784, un juif ne peut pas entrer dans Strasbourg, il ne peut pas y coucher, il ne peut entrer qu'en payant un droit spécial de pied fourchu, c'est-à-dire de cochon, pour l'humilier. Et cela c'est 6 ans avant, et d'un seul coup, les voilà à égalité complète, c'est-à-dire qu'ils jouiront des droits. Là, en effet, on a un moment révolutionnaire, et un moment révolutionnaire au nom des principes. Robert Badinter en 1989, et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre qui était sorti à l'époque, très important pour le bicentenaire d'ailleurs de la Révolution, et bien il y a une très bonne interview qui avait été faite à l'époque par Jacques Chancel sur France Inter dans l'excellente émission Radioscopie. Et oui. Ça nous manque, les personnalités médiatiques comme ça. Merci beaucoup Christophe Dard. La mise en place de cette égalité de droit ne sera pas si simple par ailleurs, car les événements à venir, la terreur en particulier, vont entraîner de nouvelles interdictions, et c'est ce que nous verrons au prochain épisode. Merci Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Et sur cette date importante, donc du 27 septembre 1791, la France est alors l'une des premières puissances d'Europe à donner l'égalité des droits aux Juifs, et ça c'est très important.